Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Dernier de la classe, le podcast qui t'envoie en rattrapage, accompagné de l'incroyable, l'inénarrable j'ai envie de dire, parce que tu ne peux pas être narré. Bien sûr. William West, comment tu vas? Ça va et toi, t'es qui? C'est la méga forme, on fait un épisode pour moi un peu hors série. Alors c'est bien l'épisode 8, mais c'est quasiment un hors série puisqu'on sort du cadre. On ne parle pas de dessin animé, entre guillemets, série, même si on n'a jamais vraiment dit qu'on parlait de série. Hein. Non. Mais là, pour moi, on fait deux hors-pistes. Parce qu'épisode spécial, on va parler d'un long métrage d'animation. Tout à fait. Un flamboyant dernier de la classe, j'ai envie de dire. Et qui est sorti en 2000. Oui. On fait deux petits hors-pistes, c'est pas méchant. Mais en même temps, j'avais très envie de parler de Titan Rêve. J'avais très très envie. Toi, tu l'avais pas vu, tu m'avais dit. Non. Et ça va être marrant parce que justement, plus dans on va dire la troisième chose inédite de cet épisode, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai connu jeune, mais que j'ai vu uniquement adulte. Donc du coup, j'ai qu'une seule perception, alors que toi, t'en as deux. J'en ai deux, j'en ai deux, mais peut-être même trois, parce qu'en fait, je l'ai vu 3 fois, le film. Et je l'ai vu, alors il est sorti en 2000, Titan AE. Je sais même pas si on a dit le titre. On va parler de Titan AE. Calmez-vous, on arrive. Je l'ai pas vu en 2000, j'ai dû le voir je crois que je l'ai vu à mes 20 ans, donc je l'ai vu quelques années plus tard. Peut-être un petit peu avant. Enfin bref, c'est pas très important. Je l'ai revu courant des années 2010. Et je me le suis payé en DVD d'ailleurs, dans une édition rincée au dernier degré. L'édition DVD est scandaleuse, mais je l'ai pas trouvé en Blu-ray un peu cool. Et du coup, je l'ai revu une 3e fois pour préparer ce podcast. Et c'est très très cool de parler de Titan AE parce que ça va notamment nous permettre de parler de plein de créatifs incroyables et forcément le plus flamboyant de tous ayant participé à cette œuvre, puisque c'est son réalisateur, Don Bluth, qui est comme toi, est inénarrable, j'ai envie de dire. Ouais. Donc oui, là on parle vraiment d'une légende. Hein. On parle de Don Bluth, donc né en 1937, qui a démarré sa carrière donc directement à Disney. Il a travaillé 2 fois à Disney. Une fois de 55, donc il commence sa carrière en 55, mais il la commence en tant que... Alors le terme exact, c'est intervalliste. Intervalliste, en fait, c'est la différence avec les animateurs clés, en gros. Donc les animateurs clés, ils font les deux, on va dire, les 2 frames importantes, et puis les intervallistes, eux, c'est ceux qui vont dessiner ce qui se passe entre les 2 animations clés. Donc il travaille en tant qu'intervalliste à Disney. Il fait de 55 à 57, puis il se barre faire toute autre chose. Genre vraiment, ça n'a plus rien à voir. Je crois même qu'il fait un peu de musique, parce qu'il fait de la musique. Et il reviendra à son premier amour en 71 jusqu'à 79, pour Disney, bien évidemment. Et il participe à des trucs qui sont complètement dingos. Ça, il a un CV aussi qui est très très impressionnant. Et c'est vrai que... Quand on voit sur quoi il a participé, on va en parler plus tard, on se pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Titan AE est un dernier de la classe. T'as pas de théorie, toi? J'en ai, mais je veux dire, quand tu prends tout ce qui emmène à créer ce dessin animé, ce long métrage, sur le papier, c'est inratable en fait. C'est inratable, et pourtant, c'est pas le cas. Mais je pense qu'on va faire un petit... rollback parce que on va revenir, parce que moi j'aimerais juste te dire en fait ce qu'il a fait très rapidement, parce que de toute façon on va revenir, mais c'est juste pour parce que je pense que c'est important de le dire en introduction de ce podcast pour justement parler correctement de Titan AE. C'est de bien comprendre que si vous connaissez pas Don Bluth, c'est une vraie légende. Oui. C'est pas rien quoi. Donc le mec il démarre sa carrière sur La Belle au bois dormant, donc en tant qu'intervalliste. Il a participé à Robin des Bois, à Bernard et Bianca notamment, Roxy Rookie. Il finit en fait par monter sa propre boîte de prod. Il en fait 2 d'ailleurs. Et avec le but clair et net de faire concurrence à Disney. Pas au début. Si. Non, en fait, il sait pas que faire concurrence, c'est que lui part de Disney parce qu'il trouve que l'animation un peu s'est perdue. Oui, voilà. Donc il aimerait faire du Disney, mais comme lui pense que Disney devrait être. Ouais. Comme il a commencé à faire du Disney. Exactement, voilà. Mais après, tu as raison, et ça on va rentrer dans les détails, mais après avoir parlé Titan AE,
c'est que oui, après, il y a clairement une volonté de vouloir faire de l'ombre à Disney. Et ça, c'est une certitude. Donc ouais, il commence... Alors, son premier long métrage, là, c'est vraiment son premier, donc c'est son bébé, quoi, c'est son film. C'est Brisby et le secret de Nîmes, en 82. En 82. Entre-temps, parce que ça s'est un peu cassé la gueule, on va pas se mentir, hein, c'est pas un gros succès, il fait une incursion dans le jeu vidéo. Tout le monde a entendu parler de son jeu vidéo, Dragon Slayer, et le 2 d'ailleurs. Donc ce jeu a des enfers diaboliques impossibles à terminer, c'est lui. En 83, donc, le premier succès. Et ça, je le dis en préambule, parce qu'effectivement, ouais, t'as raison, il faut en parler plus tard, je pense. Mais gardez en tête, le premier véritable succès de son studio, c'est Fievel. Fievel et le Nouveau Monde, en 86. Et c'est important parce que là, on est avec la société Amblin, coproduit par la société Amblin, sa société de production à lui, donc à Don Bluth, et Amblin, donc Spielberg, qui vient et directement qui met de l'oseille. Il réitère 2 ans plus tard, et ça on en a parlé dans le précédent podcast, avec le petit dinosaure, et Petit Pied, le fameux Petit Pied, donc en 88, pardon, 2 ans plus tard. Et pareil, Amblin est toujours là, et je crois que... Alors je ne sais plus si c'est le cas pour Fievel, mais pour la vallée des... Enfin, pour le petit dinosaure, c'est pas que Amblin, je crois que c'est vraiment Spielberg et George Lucas. Je crois que c'est vraiment les deux qui mettent des ronds et qui portent un peu le projet. Et en fait, il va continuer de produire, donc sans Amblin, continuer de produire pas mal de dessins animés, pour en arriver donc à un gros succès. Là, on parle vraiment de... on va dire entre guillemets sa masterclass, Anastasia, en 97. Sachant qu'avant, il avait vraiment fait un dessin animé que je considère comme étant un Disney, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il souhaitait aller. C'est Pouceline, c'est en 94. Oui. C'est un dessin animé qui est assez oublié, mais c'est un conte en fait. Oui. C'est un conte, c'est chanté, voilà, ça fait très Disney. Je suis pas sûr que ce soit véritablement un succès parce que c'est relativement oublié, assez vite. Mais c'est vrai que voilà, le gros succès, donc ça va être en 97 avec Anastasia. Et donc là, il est sur un nuage. Hein. Je pense qu'il avait couché tout le monde avec le petit dinosaure en 88. C'est quand même un gros succès. Hein. Le Petit Pied, c'est vraiment vénère. Et Anastasia, on va dire qu'il teste des trucs. Il va tester notamment de la 3D. Pareil, gardez ça en tête. Et c'est pour moi là où les problèmes commencent. C'est qu'il teste de la 3D. Donc Anastasia, moi j'adore ce film, hein, je le trouve très cool, et je trouve justement l'ambition du film très sympathique. Et donc, 2000, tout pile. Oui. Titan AE, Titan After Earth. Et là, c'est fini. C'est son dernier film. C'est exactement ça. Alors je sais pas ce qu'il fait, mais je crois qu'il avait fait une annonce comme quoi il aimerait, alors je sais pas si c'est il aimerait ou il va, mais en tout cas poursuivre sa carrière de cinéaste. Ça pourrait être intéressant. Hein. Après c'est un vieux monsieur, hein, il est quand même âgé, ouais. 37, hein, c'est ça j'ai dit, il est né en 37, donc oui, il commence à être vraiment inénarrable. Et donc ça nous amène, oui, voilà, à Titan AE, et donc là je me tourne vers toi. Et en même temps, je me tourne vers toi, t'es en face de moi. Je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce que c'est que Titan AE ? Titan AE, c'est un film d'animation de science-fiction. Mm-hmm. Alors, le sujet, c'est donc, on est dans les années 3000 et quelques. Ouais, 3100 quelque chose. Non, pardon, on est au tout début, c'est ça, ouais. Et les humains découvrent le moyen de faire de la terraformation. Donc la terraformation, c'est pas réellement ce qu'ils trouvent, mais bon, terraformation, c'est de pouvoir créer une planète, transformer une planète afin qu'elle soit habitable par l'être humain. Et à cause de ça, une espèce alien considère que c'est trop dangereux, que les humains deviennent trop avancés technologiquement et décident de les s'exterminer et font exploser la Terre. Et on suit le petit garçon de l'inventeur de justement cette technologie qui est le Titan. C'est ça. Et on va le suivre pour qu'il puisse mener son aventure afin de retrouver le Titan et vaincre l'ennemi des humains qui, je ne me rappelle même plus le nom, mais c'est une espèce extraterrestre qui est de la pure énergie. C'est ça. Alors, dans les premières minutes du film, donc non seulement ils font exploser la Terre, donc le Titan, il est caché quelque part. Donc le père du héros, on va dire qu'on va suivre le papa et fiston.
Il arrive à sauver son fils, donc tout le monde, enfin c'est un exil total de la planète. Et au moment où les vaisseaux décollent, le papa, le scientifique ultime, j'ai envie de dire le Richard. le Jor-El, j'aurais dit. Ah ouais, carrément. Bah c'est plus ou moins Superman, hein. Ouais. C'est le Jor-El qui dit à tout le monde, on va tous mourir, la planète va... Et il permet à son fils de s'échapper. Sauf que là, techniquement, Jor-El, il a survécu, oui, en plus, puisqu'il il arrive à sortir de la planète avec le Titan. Et quand tu dis que la race extraterrestre, alors, c'est incroyable, moi non plus, je ne sais plus leur nom, c'est incroyable, mais ils sont vraiment vénères sur les êtres humains, hein. Là, ils en veulent vraiment à l'humanité. Donc, ils font exploser la planète dans une séquence que je trouve géniale. Mmh. Et après, tout le film, c'est d'où qu'ils sont les êtres humains pour les exterminer. C'est vraiment, ils sont acharnés, ils nous en veulent vraiment, quoi. Mmh. Et donc, oui, comme tu dis, son fils donc a grandi, on le suit 10 ans plus tard, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 10 ans plus tard, donc c'est un ado quasiment adulte. Et en fait, son père lui a laissé une bague. Donc ça, on le voit dans la séquence. C'est pas un item qu'il est censé retrouver, c'est qu'il l'a sur lui. Et en fait, cette bague est une carte qui est censée le mener au Titan à travers la galaxie. Et durant son périple, il va rencontrer d'autres êtres humains, parce qu'en fait, il y en a encore. Alors les êtres humains, visiblement, ils sont traités comme une sous-race. C'est ça. En fait, ils sont détestés par les autres espèces, parce qu'effectivement, maintenant, les humains vivent dans des colonies, on va dire, avec d'autres espèces aliens, qui sont un peu, on va dire, qui ressemblent un peu à des animaux pour certains, à des insectes pour d'autres. Il y en a un qui a une scène justement un peu comique, qui est commis de cuisine, et c'est un cafard, en fait. Donc je pense qu'il y a un petit jeu qui est fait, mais voilà, donc ils sont détestés par les autres peuples de la colonie, et ils sont aussi tous un peu dispersés dans des colonies à travers l'univers. Donc les humains n'ont plus de place à eux et sont un peu partout. Donc vous aurez compris, hein, c'est une allégorie. Vous aurez compris de quoi on parle. Donc effectivement, c'est un peuple apatride qui est pourchassé donc par des belligérants et qui cherchent à les exterminer. Bon, évidemment, ça fait écho à quelque chose qui s'est réellement passé, hein. Y a pas de souci là-dessus. Donc, il y a un côté un peu biblique dans la manière, en fait, un peu, j'ai limite envie de dire un peu moïsienne, tu vois, dans ce truc de je vais guider mon peuple vers la terre promise. Et aussi tout un truc de on va réussir à se sauver, en fait, de ce génocide et retrouver justement une patrie. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là dans Titan AE. Donc, le scénario, je le trouve plus ou moins classique. Alors, l'allégorie, c'est une chose, hein, mais là, je parlais juste à stricto sensu du scénario, je le trouve relativement classique. Mm-hmm. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé, vu que toi, c'était ton... Bah, justement, oui. Oui. Non, moi, j'ai trouvé le scénario... j'y ai pensé en me disant, à l'époque, c'était un bon scénario. Maintenant, c'est du vu. Toute l'intrigue, les rebondissements, tout ça, en fait, je m'y attendais un petit peu. Donc, je l'aurais vu à l'époque, certainement pas. Maintenant, on connaît ces plot twists, on va dire, ils sont connus et faits et refaits, donc c'est vrai que ça m'a pas pris au dépourvu. Mais effectivement, le scénario est sympa, il est pas mal ficelé. Bon. Si on rentre un peu dans les détails, je dirais que au début j'ai présenté ça en tant que science-fiction, c'est plus fiction que science, parce que justement avec le terraformé, c'est pas réellement ça qu'ils font, mais voilà, en fait le scénario reste quand même appréciable. Ouais, moi je dirais que c'est vraiment un film de science-fiction. Après, je vois ce que tu veux dire, mais non, en fait il y a tous les ingrédients de la science-fiction dans le film. Il y a vraiment tous les ingrédients et je trouve que ça fonctionne. Mais pourquoi je t'ai posé cette question, c'est parce que donc je l'ai revu il y a pas si longtemps et je me suis dit bon, c'est classique, ça fonctionne. Après oui, si jamais tu commences à rentrer dans les détails, tu fais il y a plein de trucs qui marchent pas. Ouais. Mais j'ai envie de dire dans combien de films en fait c'est le cas. Donc est-ce que c'est vraiment dérangeant? Non. Mais c'est surtout que c'est classique, mais c'est classique dans le sens efficace, donc il y a pas de problème. Et là je me suis dit forcément, vu qu'on ne met pas l'accent sur le scénario parce que en fait on s'en fout un peu, qu'est-ce qui reste? Si c'est pas le scénario, c'est pas l'histoire qu'on est en train de raconter l'important, c'est toute la technique en fait que tu es en train de présenter dans le film. Et effectivement, le film a mis le paquet sur la technologie, on va dire, sur la technique.
Et il est de ces films, en fait, comme ça, qui essayent de marquer leur temps, de marquer le coup, et de faire peut-être avancer le schmilblick. Je pense que Titan AE avait ce genre de velléité, surtout quand tu connais Don Bluth, en fait, et c'est justement et sa volonté de comment dire, de faire avancer son médium. Genre, il a vraiment ce truc-là, et puis même quand tu commences à rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'il a quitté Disney et de comment est-ce qu'il a quitté Disney, en fait, ça me donne presque l'impression que ce mec, il a aucune idée de tout l'aspect financier ou tout ça. En fait, ça, j'ai limite, je pense, hein, j'en ai aucune idée, mais ça me donne vraiment cette impression qu'en fait, ça le concerne pas trop. Lui, ouais, c'est vraiment un créatif. Ouais, c'est un créatif. Exactement. Et donc, tu vois vraiment que le film, il essaye 1000 fois de t'en mettre plein la vue. Oui. Parce qu'en fait, voilà, pour resituer le truc, c'est que Titan AE, donc comme je vous ai dit, Anastasia, il s'est entraîné en 97 avec Anastasia, et là, c'est comme si c'était le Anastasia abouti. Donc, il va mélanger de l'image de synthèse avec du dessin traditionnel. Lui, il est assez attaché au dessin traditionnel. Il va mettre en place donc des tonnes, c'est jusqu'à l'écœurement, des tonnes de séquences où la caméra va tourner autour des personnages parce que justement l'univers est en 3D, les décors intérieurs. Alors, il y a quelques décors intérieurs qui sont vraiment en 3D, mais ça va surtout être donc les vaisseaux. Tous les vaisseaux, toute la partie un peu espace qui est vraiment en 3D. Mais moi, je trouve que c'est bien intégré. Ça fonctionne. Déjà, ça passe bien. Et c'est vrai que sur le dessin, moi, j'ai bien aimé ce côté. J'ai retrouvé des personnages que j'avais l'habitude de voir, on va dire, chez Disney. Le trait, etc. C'est vraiment, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le roi Arthur ou l'épée magique. Je sais plus. Ou le chaudron magique. Ah oui, ça doit être ça. Ouais. Et j'avais l'impression de revoir un peu les personnages du chaudron magique. Donc c'est des personnages qui sont emblématiques, on va dire, dans la conscience collective. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce décalage entre ce côté assez classique et de la 3D et des scènes qui sont très dans l'action. C'est de l'action vraiment. Donc il y a du dynamisme, du mouvement, etc. Donc moi j'ai bien aimé ça. Je trouve que ça marche bien. Ça fonctionne bien tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Il est aussi alors. Quand je dis jusqu'à l'écœurement, c'est parce que en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu fais, mais on a compris. On a compris. Il y a de la 3D, en fait, ça tourne. Mais la complexité en fait de ces plans-là, c'est que si tu fais tourner la caméra donc de ton univers 3D, tes personnages, eux, ils restent en 2D. Donc ça veut dire que tu dois les animer quand même. Tu dois les faire bouger frame par frame. Et donc c'est forcément beaucoup plus contraignant quand t'as une caméra 3D qui fait tourner un décor et que frame par frame, tu dois un personnage qui est fixe, par exemple, parce que t'as des plans comme ça, où genre les mecs qui sont assis, tu vois, et donc le mec est assis où il est juste sur ses deux pieds et il ne bouge pas, et tu dois le faire tourner en même temps avec la même vitesse dans le décor en 3D, et ça marche super bien. Donc il en met vraiment plein la vue, et là-dessus il y a pas de problème, c'est juste que ces gens, on veut vous montrer qu'on est capable de le faire, et ils le font à toutes les sauces. Après, Don Bluth, c'est vraiment, c'est un vrai réal, quoi. C'est un mec qui a vraiment des trucs à dire avec sa caméra. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc oui, c'est une légende, ça, y a pas de problème, mais il est assez réputé pour faire, on va dire, ce que moi je qualifierais de Disney horrifique, presque. Enfin, des séquences. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de film d'horreur en soi, mais c'est vrai qu'il y a généralement au moins une séquence dans tous ces films où la situation était extrêmement tendue, quoi. Et il va utiliser donc des couleurs beaucoup plus ternes à ce moment-là. Et là, en fait, j'avais oublié quelle était cette scène, parce que je savais qu'il y en avait forcément une, il le fait à tous ses films. Et pour moi, cette scène, c'est vraiment un délice. Donc, c'est la scène de fin, où on va dire, son ancien vaisseau, son ancien équipage, essaie de le rattraper. Lui, donc le héros, pardon, il s'est enfui avec le personnage féminin dans une petite navette. Et il se retrouve à devoir faire une partie de cache-cache dans un univers, on en reparlera des univers, mais je les trouve ultra créatifs. C'est contrairement, dans un précédent épisode, on avait parlé je disais que je trouvais que ça ressemblait à de la flemme quand tu me fais un Bucky Ware où les vaisseaux ont des têtes de crapauds, et pour moi c'était pas créatif. Là, c'est l'antithèse, Titan AE. C'est comment est-ce que je vais créer des univers complètement dingues, tu sais, les tornades, le ciel de Torne, c'est complètement génial, quoi. Et donc la scène en question, c'est un monde où tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est du vert. Et donc ça reflète la lumière, et donc ça fait comme un effet de miroir en gros.
Et c'est une partie de cache-cache qui ressemble beaucoup à Opération Dragon avec Bruce Lee, tu vois. Sauf que là, c'est dans l'espace. Et je sais pas comment t'as appréhendé cette scène, mais le film, comme tu viens de dire, c'est de l'action. C'est beaucoup d'action. C'est beaucoup d'effets qui t'en mettent plein la vue. Et ce moment-là, qui est quasiment le pinacle, en fait, du film, hein, ça arrive vraiment à la toute fin, c'est un moment tout calme. Ouais. C'est extrêmement vide, il y a quasiment pas de musique, d'ailleurs, et c'est juste deux vaisseaux, enfin, un vaisseau qui essaie de se planquer, l'autre qui essaie de le retrouver, et ça commence d'ailleurs par les deux vaisseaux qui stagnent, avec le méchant qui dit « Ne bougeons plus, ils vont finir par sortir ». Et donc, t'as vraiment, pendant plusieurs secondes, rien. Et tu sens la tension monter, en fait. Et comment il arrive à te tourner ça avec les miroirs, avec le fait que il est peut-être là, et t'as plusieurs reflets en même temps, puisque t'as vraiment du vert partout, au final, c'est tension. Je trouve qu'elle fonctionne incroyablement, cette scène. Ouais, elle était bien faite, cette scène, j'ai bien aimé, parce que, surtout, t'as ce truc qui est, comme tu dis, c'est que, en réalité, eux ne bougent pas. Ils sont en attente, les deux, et ils sont forcés, on va dire, de bouger, parce que, encore une fois, on est en fait, il y a des espèces d'objets célestes, hein, qui sont, t'as dit qu'ils sont en verre, c'est de la glace. Ouais, mais du coup, ces objets bougent et peuvent potentiellement écraser le vaisseau. D'ailleurs, à l'arrivée de leur vaisseau dans cet endroit-là, ça leur coupe une hélice. Oui, c'est vrai. Pour vraiment te montrer que, attention, ça joue pas. C'est pas, on peut juste rester là tranquille. Donc, ces objets bougent à cause de simplement les impacts, etc. Et à tout moment, ils peuvent se faire écraser. Donc, ils attendent un peu en mode dans les westerns quand il y a la confrontation. Oui, ouais, totalement. C'est vraiment ça. C'est genre, on attend le petit signal qui fait qu'on va bouger. Si l'un bouge avant l'autre, ça fait qu'il perd le match, on va dire. Donc du coup, ils sont là en attente et ils partent et ils bougent uniquement lorsqu'ils sont obligés de le faire. Et c'est vraiment intéressant ce passage-là, cette confrontation-là. Et t'as raison d'ailleurs, il te montre en préambule, il te montre la dangerosité de ces objets qui effectivement découpent une partie du vaisseau. Et ça, en fait, c'est un procédé qu'il va utiliser tout le long. Hein. C'est le classique payoff, c'est-à-dire qu'il te présente une situation et il te montre en fait les règles de justement la séquence qu'il est en train de te présenter et qui aura une importance genre à la fin et tu vas avoir ton payoff. C'est vrai qu'il le fait tout le long du film. Je pense notamment à la première attaque, enfin du coup, on va dire la deuxième attaque des grands méchants, mais la première du héros en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de cantina à la Star Wars, et tu parlais donc du mec en fait qui tient la cantine, qui a un cafard, et en fait il a une panne de ce qui est censé, maintenir la gravité, de simuler, pardon. Oui. C'est ça, de simuler la gravité. Il a une panne, ce qui fait que tu vois tous les objets se lever dans une scène qui est relativement drôle. Hein. Elle est faite pour, mais en même temps, elle est faite pour te dire, il y a ça qui existe dans la séquence. Et ce qui fait que au moment où les aliens attaquent et essaient de récupérer le héros, un de ses réflexes, c'est de demander donc à son sauveur, qui lui est armé, de tirer dans le réacteur qui simule la gravité. Ce qui fait qu'une fois que le réacteur a éclaté, les aliens aussi s'élèvent. Et là, tu fais oui, parce que tu m'as présenté la scène. Tu m'as présenté comment ça fonctionnait. Et ça, il le fait là. Il le fait en fait. Il le fait sur l'île, enfin sur la planète où il y a les ballons d'explosifs. Exactement. C'est la même chose. Ou je sais voilà, exactement. Il te dit, dès le départ, il te dit, attention, il faut pas qu'on rentre là-dedans parce que si t'en touches un, on explose. Et ensuite, c'est réutilisé après. Mais c'est vrai que j'y avais pas fait attention. Parce que ça, en fait, il le fait si bien que, tu dis OK, au moment. Ouais. Mais en y réfléchissant, c'est vrai qu'effectivement, à chaque fois, il te présente la situation. Hop, on t'arrive là. Parce que, en réalité, c'est ça. C'est que, comme tu l'as dit, il fait beaucoup d'univers différents. Ouais. Du coup, s'il te faisait pas cette présentation-là, tu comprendrais pas exactement les enjeux ou le pourquoi comment. Si le mec t'avait pas montré, que le générateur était là, que l'autre lui dise de tirer dessus, tu ferais pourquoi? Ou le truc de méthane, ok, cool, on a vu les boules, ça pourrait être des plantes ou peu importe. Là, il t'explique vraiment le truc, et du coup, ça te permet d'appréhender l'environnement, le nouvel environnement dans lequel ils viennent. Non, c'est pas choquant si jamais tu le présentes pas, ça s'appelle l'univers Marvel. Oh, je suis un bâtard. Oh, la tête que t'as fait. Ah, le mec, il assume pas. Bon, on va arrêter le podcast tout de suite.
Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Derniers de la classe, le podcast qui t'envoie un rattrapage. Alors, partie 2. Exactement. Non, mais on va un peu aussi. Donc, on l'a dit, c'était un film qui est sorti en 2000. Il fait 94 minutes, ce qui pour l'époque est comment? Ouais, c'est classique. On n'est pas sur du trop long ou du trop court. Et c'est fait, et ça on va en parler beaucoup plus, mais par Fox Animation Studio et 20th Century Fox. Donc c'est Fox Animation Studio, juste en 2 lignes, c'est le studio d'animation créé par 20th Century Fox. On va revenir dessus. Donc dans les réals, on a déjà un peu parlé de Don Bluth. Don Bluth. Ah, moi j'ai fait le gamin, hein. Je suis allé écouter l'interview de lui pour entendre quelqu'un l'appeler. Ah, d'accord. Pour éviter de l'écorcher, je suis allé écouter comment est-ce que les Américains le prononçaient, c'est Don Bluth. Don Bluth, ok. Et on n'a pas uniquement lui, parce qu'en fait, il a un peu, on va dire, un acolyte Gary Goldman. qu'il a en fait rencontré la première fois qu'il a rejoint Disney, et qui est Gary Goldman, et donc avec qui il va produire, réaliser, et aussi ouvrir son premier studio, et donc il va le suivre très très longtemps à travers sa carrière. Ils ont fait quasiment tous leurs films ensemble. Hein. Pratiquement tout, ouais. Donc Gary Goldman, et ensuite, parce que voilà, une chose qu'on a dit un peu au début, mais c'est que derrière ce film, il y a vraiment, mais vraiment, un background énorme. Donc là, on a déjà parlé de Don Bluth. Oui. Don Bluth. Gary Goldman. Mais au scénario, on a Ben Edlund. Donc Ben Edlund, il a créé par exemple quelque chose qui s'appelle The Tick. Donc The Tick, une bande dessinée des années 90. Nous, on l'a connu en France en tant que Super Zero. Ah, ouais, ok. Et qui a même eu une adaptation en série sur Prime Video. Il a d'autres choses, mais ça, c'est lui qui le crée. Il y a John August. Donc John August, par exemple, d'autres choses sur lesquelles il a travaillé, c'est Charlie et les drôles de dames. La version avec Drew Barrymore. Le film, ouais. Ouais, exactement. Le film... Lucy Liu. Donc, Lucy Liu, voilà. Exactement. Donc, le 1 et le 2. Il a fait Charlie et la chocolaterie avec Tim Burton. Et Johnny Depp. Tim Burton et avec Johnny Depp. Moins bien. Donc, je sais pas, il a peut-être quelque chose pour les Charlie, mais il a travaillé sur d'autres choses, mais aussi, par exemple, Aladdin, avec Will Smith. Donc, il a été scénariste aussi dessus. Oh là là, ça, c'est pas des grands noms, ça, mon pote. Hein. Ouais, mais c'est des gros films. Donc, c'est qu'à dire qu'on lui fait confiance, quand même. Oui. Pris comme ça, oui. Mais, surtout, et là où moi, j'étais vraiment, vraiment choqué, c'est savoir que, en scénariste, il y avait aussi Joss Whedon. Alors, moi, je suis un grand fan de Joss Whedon. Joss Whedon, si vous connaissez pas, c'est celui qui a fait Buffy, celui qui a fait Angel, celui qui a fait Firefly, celui qui a fait Dollhouse. Celui qui s'est fait cancel pour avoir plus ou moins été exécrable. Pourquoi non? Pendant les films Avengers. Qui a fait, oui, c'est vrai, qui a fait Avengers aussi, qui a repris le film après Zack Snyder pour Justice League. Qui a fait un très mauvais taf. Oh, on peut pas lui en vouloir. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Mais Joss Whedon, c'est un grand nom aussi. Ouais, alors attention, précision. Joss Whedon, sa carrière en fait, avant d'être un réalisateur et plus ou moins un yes man du studio Marvel. Enfin, je suis un peu méchant parce que je vais vite en besogne, mais comme tu as cité, il a fait la série Firefly, qui est une série vraiment aimée. Moi, j'avais beaucoup aimé sa conclusion en film d'ailleurs, hein, le film qui s'appelle Serenity. Mais avant ça, c'est un script docteur. Oui. Donc son taf, c'est de prendre les scénarios qu'on lui donne et de les corriger pour les rendre cohérents. Et techniquement, il est script docteur sur Titan AE. Il n'est pas vraiment scénariste. Ah, d'accord. Mais en tout cas, c'est des grands noms. Là, on n'a pas pris un scénariste qui a jamais rien fait ou etc. Là, on est vraiment sur des grands noms. Et du coup, on a pareil sur le casting voix. J'ai pas fait la liste, mais de tête, on a Matt Damon. On a qui d'autre enfin bref, on a des célébrités pour la version anglaise. Bill Pullman, c'est une grosse star. Drew Barrymore, c'est une grosse star. Ouais. Je crois qu'il y a John Leguizamo
Moi, j'aime bien cet acteur, je le trouve un peu rigolo, John Leguizamo, qui joue le rôle du... Mais c'est pareil, en fait, j'arrive pas à retenir leur nom. Mais tu sais, c'est le mécanicien de l'équipage avec les grosses lunettes. Ah oui, l'espèce de tortue, là. Toi, tu dirais que c'est une tortue. J'arrive pas à savoir ce que je regarde quand je vois cette créature bizarre. Ah oui, pour moi, c'était une tortue. C'est une tortue? Ouais. Ah, t'as peut-être raison. Ok. Ouais, c'est vrai, on n'a pas expliqué aussi l'équipage, mais en fait, quand le fils, et on va dire que quand on lui demande de retrouver le Titan, il est sauvé par un ami de son père. C'est ça. Et cet ami a monté un équipage pour justement retrouver le Titan et retrouver ce gamin. Et donc dans son équipage, il a une humaine. Ouais. Donc lui est humain, il a une humaine. Il a son maître d'armes qui est une espèce de kangourou, je dirais. Alors je te laisse, hein, parce que je sais pas du tout. Non mais là par contre c'est pas genre je te laisse dans ton truc, c'est vraiment j'arrive pas à savoir ce que je regarde. Mais ils sont très cool par contre. Oui, ils sont franchement le design. Il faut bien comprendre que tout le design de Titan à eux, alors c'est certainement subjectif, hein, c'est subjectif, mais je trouve ça incroyable. C'est vraiment très fort en termes de créativité, etc. Et les personnages ne sont pas en reste. Ouais. Donc il a son maître d'armes qui est pour moi une espèce de kangourou. Son navigateur qui est une espèce de tortue, et je sais même pas qu'est-ce qu'il est vraiment, il est un peu l'homme à tout faire, son bras droit, qui est, pour le coup, lui, je sais pas ce que c'était vraiment, mais j'aurais dit un canidé. Ah, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Hyène, peut-être, ou... pas mal. Donc, bien sûr, tout ça, des humanoïdes. Hein, ouais. J'avais pas pensé. Ouais, peut-être, t'as raison. Effectivement, je pense que le maître d'armes, tu penses à un kangourou à cause de ses jambes. Oui. Mais c'est justement ces jambes, en fait, qui me font douter, parce qu'elles sont tellement grandes. Ah bah oui. Il marche comme un crabe, enfin, elle, du coup, puisque c'est une femme dans le film. Mais faut voir le design, quoi. Hein. C'est effectivement le maître d'armes, qui est un personnage trop cool, hein, en fait. Mais c'est régulier, j'ai envie de dire aussi. Hein. C'est le maître d'armes, il aime les armes. Mais genre, il aime, c'est vraiment genre, il faut qu'il tire sur des trucs. Hein, tu vois, c'est très important. Et elle fait son taf, hein, magistralement bien. Elle tire sur des trucs, mais avec un grand plaisir hein, quand elle le fait. Mais c'est vrai que dans son design, elle a des jambes. Elles sont même pas dans l'axe. Non. Elles partent un peu sur les côtés comme un crabe et ça lui fait une démarche super étrange. Et du coup, c'est ça qui me perturbe. Mais oui, je vois ce que tu veux dire par rapport. Ça peut effectivement faire penser à un kangourou. Mais du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les qualités qui, pour moi, sont... En fait, le film, moi, le seul truc que... C'est vraiment sur l'histoire, hein, alors je vais vraiment parler de l'histoire. Comme on l'a dit, les extraterrestres, les aliens, là, qui ont détruit la Terre, en y réfléchissant, après avoir fini le film, puisque on les voit, en fait, dire il faut qu'on extermine les humains, il faut qu'on extermine les humains. Donc, ils ont un peu ce truc qu'on sait pas pourquoi, en fait. Réellement. C'est pas réellement expliqué, mais... Et en fait, en revoyant le film, je dis, mais en réalité, ils ont peut-être raison. Il faut m'écouter, pourquoi? Parce que je vois Toki qui me regarde en mode... Non, mais de quoi tu parles? Non, au contraire. Et en fait, il faut savoir que comment se termine le film, je sais pas si vous l'avez regardé ou pas, si vous l'avez pas regardé, vous allez être spoilé, mais c'est que pour activer le Titan, il a besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'il utilise comme chose? Et c'est marrant, encore une fois, il a expliqué le système parce que dès le départ, il présente les extraterrestres aliens en disant c'est des extraterrestres de pure énergie. Mm-hmm. Et du coup, même dans cette séquence-là, en fait, c'est probablement le seul moment où il se rappelle en se disant il m'a dit que c'était des êtres de pure énergie et j'ai besoin d'énergie. Et du coup, il extermine la race alien pour faire fonctionner et créer la planète. Mm-hmm. Et du coup, je me dis en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être la raison pour laquelle ils se sont dit mais non, on peut pas laisser les humains faire, parce que quand on regarde la nature humaine, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont se dire on a fait une planète, pourquoi on va pas faire une deuxième et une troisième? Et s'il nous manque de l'énergie, on a un peuple complet d'énergie qu'on peut récupérer et absorber. Ah, tu le vois comme ça, toi? Pour pouvoir faire notre planète. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Et du coup, ces mecs se sont dit on veut pas servir de carburant, nous. Oh non, je crois pas. Parce qu'en fait, au début du film, enfin même, t'as une séquence d'explication où, pareil, en fait, pour moi, c'est vraiment Jor-El. Hein. C'est vraiment Superman, c'est que, comme dans le film de Zack Snyder, que je trouve très bien, Man of Steel, mais d'ailleurs, je pense que c'est dans plein d'épisodes de Superman, et ça doit même certainement dans des BD. J'ai très peu lu Superman.
T'as des apparitions fantomatiques de Jor-El, en fait, par hologramme, pardon. Oui. Et là, dans son truc de solitude, là. Exactement, ouais. Et là, t'as une séquence comme ça dans le film, où en fait, son père est un hologramme, et en fait, il lui dit, on a juste eu une panne. En fait, le Titan a eu une panne, mais donc ça sous-entend qu'il avait assez d'énergie pour fabriquer une planète. C'est vrai. Il dit, en fait, pour le fait qu'il l'ait emmené jusque-là, ça a consommé toute l'énergie, et du coup, il a plus assez d'énergie pour faire la transformation, effectivement. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a un côté peuple opprimé. Que c'est pas, enfin, ton explication, je dis pas qu'elle tient pas la route, c'est juste que moi, je le prends pas comme ça, je le prends juste comme, c'est une allégorie, on est en train de parler, en fait, d'un truc qui se passe en l'an 3000, mais en fait, qui se passe aujourd'hui, et qui s'est passé à maintes reprises dans l'humanité, parce qu'en fait, c'est l'histoire de l'humanité, quoi, des peuples qui sont fait exterminer par des belligérants. Et là, pour moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment... En fait, mais même, j'ai envie de te dire que pourquoi est-ce que la race alien, elle les informe? Parce qu'en fait, il y a, dans le film, comme on vous a expliqué, il y a plein de races aliens différentes qui sont toutes identifiables, mais cette race-là, ils sont tous pareils. Oui. Et c'est presque une armée sans visage. Et je pense même que l'idée de l'armée sans visage, c'est une manière de dire, le belligérant, ça peut être n'importe quoi. Non, c'est vrai. Tu vois? Donc, et par contre, ce sera toujours l'être humain, l'opprimé. Donc ce sera toujours entre guillemets la même personne. On est tous opprimés face à ce genre d'attaque. Donc moi c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et j'ai envie de te dire, s'ils les absorbent à la fin, c'est parce qu'ils sont en train de les attaquer en même temps. Qu'est-ce qu'ils font les mecs là? Attaquez pas. Mais du coup, parce que je pense qu'il faut, parce que sinon on va durer 4 heures sur ce film. Moi j'aimerais passer tout de suite à pourquoi que ça n'a pas marché. Déjà, avant de commencer pourquoi ça n'a pas marché, dire comment ça n'a pas marché, à quel point ça n'a pas marché. Oui, t'as raison. Oui, non, mais c'est 1000 fois. Alors oui, parce que là, on a des chiffres. Hein. Ah, on a des chiffres. Parce que généralement, on n'en a pas, mais là, on en a. Donc... tout Internet donne les chiffres. C'est ça. Parce que le film a coûté à la production 65 millions de dollars. 75, pardon. Oula. 75 millions de dollars. Et a comme recette mondiale 36 millions de dollars. Alors c'est quasiment 37 millions, mais je crois que ça comprend pas les recettes américaines. Non, ça c'est le mondial, ça. Les recettes américaines, c'est 22 millions. Ouais, mais je crois que tu dois les ajouter au mondial. Ah non. Ça reste de la merde, hein, parce que ça va faire 60 millions. Ah bon, pour moi, je pensais que c'était 22 et au global 37. Non, je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Je crois pas parce que le film, je crois que la première semaine d'exploitation, sachant qu'il met du temps à arriver en France, hein. Oui, combien de semaines d'exploitation aux US, je crois, il a fait 10 000. 10 000. Quasiment. Ouais. Donc, tu vois, je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment, à part mais ça change rien. De toute façon, ça change rien parce que... En tout cas, il rentabilise pas le film, déjà. Déjà, il le rembourse pas, ouais. C'est là où c'est marrant, c'est que là, on vient d'encenser le film, hein. Clairement, moi, je l'ai bien aimé et tout. Tu l'as bien aimé puisque tu voulais justement qu'on en parle. Mais ce film met un terme complètement à deux choses. Un terme à Don Bluth. Dans sa carrière cinématographique, ouais. Et un terme aussi au studio d'animation de la Fox. Donc, le studio qu'on a appelé Fox Animation Studio. Donc, suite à cet échec, la 20th Century Fox ferme le studio complètement. Alors, il faut savoir que ce studio, à la base, il était créé, en fait, pour repartir sur l'historique. On l'a dit, Don Bluth part de Disney. Avec Gary Goldman, il crée son studio, qui s'appelle Bluth Studio. Enfin, Don Bluth Studio. Don Bluth Studio, mais enfin, il change de nom. Et après, il y a un autre nom, effectivement. Ouais. Pendant plusieurs années. Et en fait, en 94, il s'associe, en fait, avec la 20th Century Fox et ouvre la branche animation. Ouais, c'est ça. Sauf que cette branche animation, c'est d'ailleurs là où ils font Anastasia. Ils sortent 5 films durant cette période, 5 longs métrages, et c'est tous des échecs. À part Anastasia. Mais justement, alors, gardez ça en tête. Très important, gardez ça en tête. Donc, quand ils font Titan à eux, pour moi, c'est un peu le tout ou rien. C'est là, on va sur quelque chose d'inédit, parce que comme on l'a dit, ils rajoutent de la technologie dedans, et ils espèrent que ce long métrage va les consolider dans on fait du bon dessin animé, puisque c'est je crois, c'était l'enjeu de ce titre.
Non, en plus, précision, parce que toi, tu dis, il met fin à 2 choses. Non, il met pas fin à 2 choses. Il met fin à plein de choses, en fait, ce film. Titan AE, non, mais c'est spectaculaire. C'est le dernier de la classe cinématographique. Mais là, ça peut-être pas ultime, faut pas déconner, parce que je pense qu'il y en a d'autres incroyables. C'est juste que moi, je voulais parler de Titan AE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au sein du studio, ils étaient 380 et la Fox vire 300 personnes sur les 380. Donc avant de fermer définitivement le studio. Mais c'est-à-dire que le film n'était pas terminé, je crois qu'ils ont senti l'échec et ils ont fait, bon, il y a combien de postes là ? 380 ? Il y en a plus que 80. Donc ça est même plus un licenciement massif. Là, si on compte en termes de pourcentage, là, c'est juste, c'est un massacre en fait. C'est tout le monde dehors, c'est la débâcle. Mais en fait, la Fox, et c'est ça qui m'intéresse. Toi, tu me dis que tu as potentiellement une explication aussi, parce que moi, j'ai ma théorie sur pourquoi ça marche pas. Mais déjà, il faut recontextualiser. La Fox, en fait, déjà, attends, avant de parler de ça, on peut peut-être évoquer le fait qu'il y avait Blue Sky qui travaillait sur Titan AE. Donc, tu as parlé des scénaristes. J'ai parlé du réalisateur. On a évoqué les acteurs. Il y a effectivement beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de moyens techniques qui sont mis en œuvre dans ce film. Ils sont allés chercher le studio Blue Sky. Le studio Blue Sky, c'est un studio qui à la base était indépendant, qui fait des effets spéciaux. La Fox a commencé à mettre des billes dedans. Et quand la Fox a payé, ils ont demandé à Blue Sky de commencer des effets spéciaux, parce que je crois qu'avant ça, les mecs faisaient des films, mais vraiment en indé. En fait, c'était vraiment le studio d'effets spéciaux que t'appelles. Tu sais, c'est un truc très classique au cinéma. Moi, ça me fait rire, parce que j'aime bien ce film. Je le trouve con, mais je l'aime bien. Ils ont bossé sur Joe's Apartment. C'est eux qui ont fait les cafards, l'animation des cafards. C'est très con, mais moi j'aime bien ce film. Et en fait, quand la Fox met des ronds, Blue Sky, c'est pas rien. Et en fait, ils leur demandent, faites des effets spéciaux pour Alien, notamment Alien la Résurrection. Blue Sky, ils font Fight Club. C'est eux qui sont appelés pour les effets spéciaux de Fight Club. C'est un studio, en fait, qui a des moyens. Ils ont des vrais moyens techniques. Ils sont ensuite, parce que suite à l'échec cuisant de Titan AE, ce qui se passe, c'est que Blue Sky va rester. Sauf que la Fox je crois qu'ils vont, donc là où ils ont viré des gens, je crois que pour Blue Sky, ils vont augmenter la taille du studio, et immédiatement après l'échec de Titan AE, ils missionnent Blue Sky pour démarrer les premiers effets spéciaux donc de l'âge de glace. Et quand tu dis que le studio est mort, il est mort effectivement, mais il est revenu. Oui. Il est revenu sous une autre forme, et donc, d'ailleurs, ils avaient demandé à Don Bluth et à Gary Goldman de travailler sur le script de l'âge de glace, mais ils se sont fait licencier direct, hein. En fait, de tout ça, on va dire que le gagnant, c'était Blue Sky, même si je crois que Blue Sky, finalement, est décédé pendant le Covid. Je crois qu'ils ont... peut-être que je te dis des bêtises, hein, mais je crois que le studio a fermé. Mais en attendant, eux, on va dire que c'est les grands gaffes, les grands gagnants. C'est ceux qui ont perduré, parce qu'en même temps, est extrêmement fort, beaucoup de talent là-dedans. Mais l'idée, c'est que la Fox, ils avaient déjà tenté de l'animation. Genre, il y a des années. Oui. Ils avaient déjà tenté de l'animation, et ce que moi je trouve dingo, d'une certaine manière, c'est que ils tentent des trucs, et ils tentent des trucs avec pas n'importe qui au final. Ils ont missionné Ralph Bakshi. Donc Ralph Bakshi, il va faire avec la Fox, il va faire 2 films. Ralph Bakshi, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux en dessin animé. C'est un grand défenseur. C'est un mec qui utilise le procédé de la rotoscopie. Et ça, en fait, c'est un grand nom de l'animation, Ralph Bakshi. Il a fait plein de trucs. Je crois qu'il a même... Attends. Il a bossé sur plein de trucs, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas révisé sur Ralph Bakshi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais Ralph Bakshi, il faut comprendre que c'est vraiment un mec vénère et c'est un peu une pointure en fait dans le monde de l'animation. Il a fait notamment Fritz the Cat. Fritz the Cat, à la base, c'est une bande dessinée de Crump, donc c'est une bande dessinée hardcore. Et Ralph Bakshi, il a dit je peux le rendre encore plus hardcore si je veux. Et c'est le premier film qui a été classé X aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a rien. Donc, ça peut ne pas être une bonne pub quand tu sais que ton film est classé X. Mais, en fait, Ralph Bakshi, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des tests. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est appelé par la Fox. Testons des trucs, tu vois. Et Fritz the Cat, c'est un des dessins animés, c'est un des premiers dessins animés adultes, où vraiment il y a un ton très sérieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un succès de fou, en fait. Je crois que c'est 700 000 $ de budget, et je crois que c'est 90 millions de recettes. Donc, c'est un succès. Et en fait, ça entraîne toute une vague de dessins animés adultes, et techniquement, Fritz the Cat, donc de Ralph Bakshi, c'est plus ou moins la source d'inspiration pour faire des dessins animés sérieux adultes qui mèneront aux Simpsons. Tu vois ?
qui appartiennent à la Fox. Oui, effectivement. Bon, plus maintenant. Mais bon, on s'est compris, qui appartiennent à la Fox. Et ce qui est très étrange, c'est que il fait 2 films, et donc il en fait que 2, quoi. Il fait un film correct, et le deuxième, c'est un vrai flop. Directement après ce flop, il est licencié. Et c'est là, en fait, où j'arrive pas à suivre le truc de la Fox, parce que je pense qu'ils ont jamais pris au sérieux le studio d'animation. Non, j'ai pas l'impression. Quand tu regardes un peu l'historique, tu te dis, mais au moindre coup de vent, on va changer de direction. Et on va tout abandonner. Et tu vois, même, et là, je vais en venir à ma théorie, mais j'aimerais avoir ton point de vue quand même, c'est que en 94, il y a vraiment cette volonté de, donc ça va, c'est pour en revenir à ce que tu disais, à concurrencer Disney. Oui. Disney, c'est mastodonte, c'est énervé, machin, et 94, c'est le Roi Lion. Studio qui arrive en 94, enfin, on est vraiment pas loin du Roi Lion. Mastodonte. Ouais. Donc, tu sens bon, là, on va leur faire mal, visiblement, ça rapporte beaucoup de fric, le dessin animé, il faut qu'on en fasse. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissaient pas à justement ce que ça impliquait et le sérieux que tu dois y mettre. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens sérieux pour le faire, mais un studio, il doit backer. Et là, j'en viens, donc c'est pour ça que je vous ai dit garder en tête Amblin au début, c'est que, étrangement, les plus gros succès de Don Bluth, avant Anastasia, c'est des productions Amblin. Donc c'est le même mec, avec le même talent, avec la même envie de faire du dessin animé, sauf que derrière, t'as une société sérieuse qui prend ça très au sérieux et qui, je pense, a vraiment backé le projet. Là où les autres... parce que juste après Amblin, juste après 88, il ne travaille plus avec Amblin. Donc en fait, il continue de faire des dessins animés, mais là, c'est que lui tout seul. Et effectivement, c'est des dessins animés qu'on a un peu oubliés. C'est vraiment quand il arrive avec Anastasia pour la Fox en 97... Là, il y a un studio derrière, et là, on recommence un peu à parler de lui. Mais Anastasia, j'ai envie de dire que c'est presque une anomalie, en fait. Oui, bah oui. Je suis sûr que pour beaucoup de personnes, c'est même du Disney, presque. Mais c'est sûr, c'est obligé. Il y a des gens qui pensent que c'est du Disney, mais ça en est pas. Mais oui. Mais pour moi, c'est une anomalie. Et selon moi, l'échec cuisant de Titan AE, il est dû en partie sur le fait que les mecs ont, ils ont entre 6-7 ans de retard sur ce qui se passe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, quand tu recontextualises ce qui s'est passé en 2000, donc je répète, Titan AE, il est sorti en 2000, on va faire juste un petit retour en arrière. En 95, il y a Toy Story qui sort. Ok ? Toy Story, donc c'est pas Disney, c'est Pixar, donc c'est John Lasseter, c'est toute la clique de John Lasseter, qui est affilié avec Steve Jobs, qui conçoivent Pixar. Et en fait, c'est Steve Jobs qui arrive à avoir un partenariat avec Walt Disney pour justement produire d'une certaine manière le Toy Story. Sauf que c'est pas Disney Pixar. Et en face, Disney, eux, ils sortent un dessin animé en tradi. Oui. Pocahontas. Oui. Ils les sortent en même temps. Pocahontas, il se fait défoncer. Mais genre direct. En face, t'as un film d'animation en image de synthèse. Et même si c'est un gros studio Walt Disney, c'est du dessin animé tradi. Et c'est comme si, en fait, les gens s'étaient rendus compte, oh mon Dieu, on peut faire des dessins animés d'animation. En fait, ce qu'on vient de voir là avec Toy Story, c'est tellement incroyable. Et pour moi, quand tu commences à prendre un peu les dates et le contexte, tu te rends compte que il y a peut-être un truc, enfin, ça c'est ma théorie, mais il y a peut-être un truc depuis le milieu des années 90 jusqu'à très tard dans les années 2000, quasiment jusqu'à aujourd'hui, là c'est très récent que les dessins animés un peu, on va dire, tradis reviennent. Mais en tout cas, dans les années 2000, les gens, ils en veulent plus, en fait, du dessin animé tradi. Ce qu'ils veulent, c'est de l'animation. Enfin, de l'animation d'image de synthèse. Toy Story 2, c'est 2000. C'est-à-dire que il sort en fin d'année 99 aux États-Unis, en tout début d'année 2000 chez nous, et Titan AE, c'est quelques mois après Toy Story 2. Comment tu passes quelques mois après Toy Story 2? Tu vois ce que je veux dire? C'est ultra compliqué. Qu'est-ce qui est sorti en 2000? La route d'Eldorado, de DreamWorks. Échec total. Pareil, en fait. C'est même DreamWorks. Je crois que pour DreamWorks, c'est leur deuxième film tradi. C'est l'échec, mais c'est un échec incroyable. Et c'est des succès d'estime. C'est que des films qui, après coup, on y repense et on dit c'est plutôt cool. Et en fait, si tu prends le truc de cette manière-là, moi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que dans les derniers de la classe, on en a déjà parlé. Il y a les Américains, les Français, les Canadiens, c'est les dessins animés dont on parle, et les Japonais, c'est vrai qu'on évite trop d'en parler parce qu'ils sont vraiment à part, parce qu'ils ont 10 ans d'avance, en fait, sur les dessins animés. Quand je parlais des dessins animés qui partent dans l'espace,
eux, ça fait près de 10-15 ans qu'ils le font, tu vois, donc on ne les évoque même pas. Mais quand tu regardes ce qui se passe au Japon, en 2000, il y a Princess Mononoke qui arrive. Princess Mononoke date de 97, mais il arrive en France en 2000. Et c'est comme si, moi j'ai l'impression que, enfin ça donne en tout cas cette impression que si jamais c'était franco-américain, canadien, ce que tu veux, les dessins animés tradis n'avaient plus leur place depuis Toy Story. Il fallait faire du Pixar, du Toy Story, machin. Et seuls les Japonais pouvaient nous envoyer du dessin animé tradit, parce qu'en même temps c'est le studio Ghibli et on ne le connaissait pas avant. C'est-à-dire que même Nausicaa, la vallée du vent, quand il arrive avec près de 20-25 ans de retard en France, tu vois. Et Princess Mononoke, c'est une espèce de fer de lance. C'est celui qui a défriché le terrain, celui qui arrive en France en disant, mais en fait, vous n'êtes pas au courant, mais il se passe des folies furieuses depuis des années, tu vois. Et dans la foulée, ça nous permet d'avoir le voyage de Chihiro, qui doit sortir, j'ai plus la date en tête. Pour moi, il y a vraiment un côté comme ça. Et je pense que Titan AE, là où le mec, Don Bluth, il s'est dit, je vais tenter des trucs, je vais faire des effets de caméra, des effets numériques. Le problème, c'est que ça fait 5 ans qu'on est au courant que ça existe, que Pixar est arrivé, que Pixar a sorti donc Toy Story le premier, Mille et une pattes. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? C'était Monstres et compagnie, je crois que je sais plus. En fait, ils avaient un contrat de 5 films à la base avec Disney, ils devaient sortir 5 films, je crois que c'est Cars. C'est pas, il y a pas Toy Soldier ou un truc comme ça? Non, c'est pas eux. C'est pas eux, ça? Non, c'est pas eux. Et mais en tout cas, en fait, ils doivent sortir 5 films, ils ont un contrat de 5 films, et donc c'est la blague, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir les 5 films, le 5e étant Toy Story 2, et c'est là, c'est le moment de la discorde avec Disney, puisque eux, ils disent, on a fait vos 5 films. Et Disney, ils ont fait, non, Toy Story 2, ça compte pas. C'était pas inclus dans le contrat. Et c'est là c'est là où les premiers problèmes ont commencé entre Disney et Pixar. Mais donc, oui, ça fait quelques années maintenant où on se dit, putain, mais en fait, c'est incroyable l'animation en image de synthèse, et c'est ce qu'on veut. Et selon moi, Titan AE, il ne peut pas marcher, parce qu'en fait, il est déjà en retard. Ok, moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit justement que c'est, comme on l'a dit, il y a des films qui ont, tu l'as dit, succès d'estime. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sortent, ou des dessins animés, ou peu importe, des œuvres en fait qui sortent, mais qui ne sont pas prêts pour leur temps. Et pour moi, il était en avance sur son temps. Et il n'est pas le seul. Parce que justement, après, on a Disney qui sort La Planète Trésor, ou La Planète au Trésor. Qui n'est pas un succès non plus, je crois. Non, Atlantide d'abord. Oui, exact. Atlantide qui est un échec. Ouais. Et La Planète au Trésor qui est un échec. Et qui sont exactement pour moi dans la même veine que Titan AE. C'est-à-dire qu'on est sur du dessin traduit, mélangé avec de la 3D, etc. Mais ces dessins animés sont magnifiques. Mais c'est des échecs. C'est-à-dire que pour moi, on sortirait ces dessins animés maintenant, ils auraient un succès de fou. Et ce sont tous les 3 des échecs, pour moi, parce qu'ils sont en avance sur leur temps. C'est-à-dire déjà qu'ils parlent de sujets un peu plus matures, que les gens n'étaient peut-être pas prêts pour, mais surtout que le public, comme tu le dis, j'avais pas vu ça, mais c'était peut-être le cas, mais le public ne se rend pas compte de la technicité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit un dessin animé traditionnel, je pense que les gens apprécient plus ce médium parce qu'ils savent maintenant ce qu'il y a derrière. On sait que derrière un dessin animé traditionnel, t'as un mec qui tourne des pages pour faire son animation. Enfin, même si je suis sûr que ça se fait plus comme ça maintenant, ça doit être assisté par un logiciel, etc. Mais qu'il y a des heures et des heures de travail qui sont passées dessus pour donner cette qualité, donner ce long métrage. Pour moi, c'était un film qui est sorti trop tôt. Il serait sorti peut-être 10 ans après. Pour moi, il aurait fonctionné. Du coup, est-ce que ce serait pas une médium? Parce que ce que tu dis, ça ne me donne pas tort, et ce que je dis, ça n'enlève rien à ce que tu dis. Parce que moi, j'estime qu'il est sorti trop tard par rapport à son époque, mais effectivement, l'époque, elle est revenue à... mais en fait, c'est cool de faire des dessins. Mais en même temps, c'est cool. Mais c'est pas la majorité, c'est pas la norme. C'est justement parce que c'est pas la norme que c'est intéressant. C'est vrai. Alors que, à l'époque, c'était plus... Oui, c'est la norme d'avoir un dessin animé en tradi, mais c'est plus ce qu'on veut voir. Oui. Nous, ce qu'on veut voir maintenant, c'est mais quelle est l'avancée de fou, la prouesse technique incroyable que vous êtes encore capable de faire avec une technologie qui avance très vite. C'est vrai que quand tu regardes l'écart, mais de fou furieux qu'il y a entre le premier Toy Story et le 4, je parle techniquement, je parle pas en termes de qualité de film, mais le 4 qui est sorti il y a très très récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, c'est une technologie qui avançait très très rapidement. Donc,
bien évidemment qu'entre 95, on va rétrécir le temps, mais entre 95 et 2000, il y a déjà des trucs qui sont faits où tu te dis, on peut faire ça. Ouais. Ok. Donc d'une certaine manière, oui, je vois ce que tu veux dire, et c'est aussi possible. C'est aussi possible, c'est simplement que la tendance, elle est revenue à quelque chose... Pour moi, elle est pas... Enfin, c'est pas vraiment qu'elle est revenue à quelque chose de plus classique, c'est que justement, dans un paysage qui est dominé par les films d'animation, et en plus, faut regarder ce qui sort, hein, parce que peut-être que vous, et même nous les premiers, on est sujet, en fait, au matraquage marketing des grands studios qui nous sortent des dessins animés en images de synthèse, et donc c'est ce qu'on voit, mais il faut se renseigner sur ce qui sort et qu'on ne voit pas. Mais c'est des raz-de-marée, hein, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que maintenant qu'on maîtrise la technologie, je pense que ça coûte vraiment peu d'argent, enfin en tout cas bien moins qu'avant, mais il y a des trucs, mais en fait il y a des pages et des pages et des pages de sites web consacrés à des dessins animés, ça sort tous les mois quasiment, ouais. Mais il y a vraiment des folies furieuses. Il y a des espèces de pâles copies de la Reine des Neiges qui sortent, j'ai très envie de les regarder, ça a l'air incroyable. Puis même quand tu prends les dessins animés tout court, les dessins animés à la télé, Oui. les Barbie, c'est de l'image de synthèse. Bah, l'un des plus grands succès à l'heure actuelle des studios, enfin, je sais pas si c'est français, mais le studio, je sais pas s'il est français, mais en tout cas, qui a une production française. Ladybug, Oui, exactement, c'est de la 3D. Oui. Exactement, oui. Puis même les dessins animés qui, à la base, étaient animés en 3D et qui sont passés en 3D, je pense à... J'ai vu passer ça la dernière fois, Petit ours brun 3D. Et je me suis dit, mais c'est quoi, c'est Jackass 3D? C'est con. Oui, on les a tous, hein, les Tortues Ninja. Oui, exactement. Les Exactement. Les Schtroumpfs sont passés en 3D, enfin, oui. Tu vois, c'est ça la norme, tu vois. C'est la norme. Et donc, forcément, aujourd'hui, au moment où on parle, quand il y a un mec qui se dit, bon, moi, je vais débloquer des fonds et je vais faire un dessin animé en dur, enfin, entre guillemets en dur, tu vois, en tradi, ouais, ça sort forcément du lot parce que c'est forcément des budgets plus, donc, j'imagine que c'est pas le même matraquage marketing, parce que tu peux pas te rater, en fait, quand tu mets autant de thunes dans un dessin animé, alors que ta merde à 3 francs 6 sous en image de synthèse qui sort, enfin, je parle des petites productions, bien évidemment, hein, parce que il y a des trucs incroyables qui sortent encore en image de synthèse, moi je les trouve fous, ces dessins animés. Bah oui, en fait, faut pas te rater, quoi, faut le rentabiliser. Donc, là où je te donne complètement raison, c'est que oui, tu ressors maintenant ces dessins animés, je pense que... Mais d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des ressorties genre sur Amazon, sur des trucs comme ça, quoi, sur des plateformes qui doivent potentiellement, j'imagine sur Disney. Et là, ils sont tous sur Disney, les trois sont sur Disney, puisque Disney a de toute façon absorbé 90% des studios, dont la Fox. Donc oui, tu retrouves les trois sur Disney. Mais moi, j'ai pas Disney+. Enfin, tu sais s'ils sont bien placés dans le... En même temps, c'est des courants. Le temps qu'on enregistre ce podcast, ça trouve ça va changer. Enfin, c'est pas du tout. Disney donne pas cette info. Ils donnent pas. Parce que, enfin, je me disais que peut-être ils mettaient en avant certains contenus qui fonctionnaient mieux que d'autres, machin, tu sais, genre sur la page d'accueil. Enfin, je connais pas leur système. Mais c'est vrai que même si on avait ces chiffres-là, c'est des tendances. Donc, ça n'a pas de sens de les enregistrer dans un podcast. Après que vous ayez écouté ce podcast, vous irez tous regarder, et donc du coup, ça va monter dans le classement. Bah oui, bah avec plaisir. Vous savez quoi? Faites monter ces productions dans le classement parce que elles sont loin d'être inintéressantes. Et comme j'ai dit, dans un paysage audiovisuel dominé par des productions extrêmement cheap de films d'animation. Mais c'est fou. Renseignez-vous, vous allez voir, mais par contre, c'est un gouffre, hein. Ah oui, bien sûr. Il y a tout et n'importe quoi qui sort, et d'ailleurs, faites-moi plaisir. Si vous avez, enfin, non, mais ça se fait pas de demander à des gens de perdre leur temps, en fait. Non, mais ça se fait pas, en fait. Mais je peux pas recommander ces films. Mais donc voilà, ne considérez pas que je vous ai recommandé quoi que ce soit. Mais amusez-vous si vous avez la possibilité d'en lancer un, comme ça au pif. Vous allez voir à quel point on tombe très très bas dans les méandres de la créativité, mais c'est assez incroyable, quoi. Moi, je l'ai fait par curiosité, tout simplement, et puis parce que j'aime bien aussi les productions un peu nanardesques. Mais là, c'est même pas nanardesque, c'est vraiment... Ah, mais c'est vrai que, ouais, il y a des... Même sur les films, hein, de toute façon, il y a énormément de films qui sortent, des productions... amateur et des fois tu peux avoir des pépites, mais des fois t'as des trucs je te dis ouais non, vous auriez dû ranger la caméra, les gars. Moi j'ai deux trois petites anecdotes assez sympa, je sais pas si elles sont sympas, mais en tout cas moi j'ai bien rigolé. C'est que je pense que notre ami Don Bluth a quelque chose avec les souris, parce qu'il a énormément, je crois que dans sa filmographie, je crois qu'il a 3 ou 4 films d'animation qui sont sur les souris, donc tu l'as dit, Brisby et le secret de Nîmes. Ouais. Pour moi, c'est un classique. Moi, je le connais, c'est un classique, j'ai bien aimé. Fievel.
Oui. c'est une souris. Oui. Et quand il fait son premier film avec le Fox, c'est aussi une souris. Je sais plus ce que c'est un truc dans la forêt ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi une souris. Et donc je me suis dit, est-ce que peut-être il avait une fascination pour les souris de par son vécu à Disney. Ah, pas mal. C'est vrai. Je l'ai pas géré. Je me suis dit, Mais en plus, il est mis dans des situations complexes, hein, ces souris. Hein. mais oui, toujours. Alors, amusez-vous à faire ça. Si vous connaissez pas le taf de Don Bluth, je crois que si vous tapez Watchmojo sur YouTube, hein, si vous tapez Watchmojo et Don Bluth, techniquement, il y a un top 10 des scènes les plus terrifiantes dans ses films, avec un commentaire de Don Bluth. C'est génial. Donc en fait, il est super vieux, il est en train de parler, tu vois. Mais si vous avez l'opportunité, matez-la vous, c'est assez spectaculaire. Et là, ça va vous donner une idée du taf de Don Bluth. Mais j'avoue, oui, il aime bien, comme j'ai dit, il aime bien des séquences qui mettent vraiment la pression une fois de temps en temps. T'es en train de regarder un dessin animé tranquille, puis voilà, après tu te manges un coup de pression, mais incroyable, et qui sort de nulle part. Et effectivement, ouais, ces souris, elles sont régulièrement dans des situations très compliquées. Hein. On avait parlé dans l'épisode précédent des titres. Donc moi, je voulais souligner quand même, parce que les Québécois aiment avoir un titre différent, même quand le titre est en français. Donc le titre en québécois pour Titan à eux, c'est Titan après la Terre. Parce que ça s'appelle After Earth. Oui. Oui, parce qu'ils se traduisent bien. Oui, parce qu'ils traduisent. Ils sont un peu comme ça, les Québécois. Et la dernière petite anecdote que j'ai, c'est que lorsqu'il travaillait avec Fox Animation Studio, il voulait produire un long métrage animé sur La Belle et la Bête, qu'ils ont abandonné puisque ils ont appris que que Disney allait sortir leur Belle et la Bête et que en termes de temps, ils savaient qu'ils avaient aucune chance de sortir le leur avant celui de Disney, donc ils ont abandonné le prochain. Mais il y a plein de projets abandonnés, hein. Ah oui, il y avait une liste. Il y en a un, j'ai plus le nom, mais il y en a un qui devait sortir juste après, qui a été abandonné suite à la fermeture du studio, mais qui est quand même sorti des années plus tard. Donc en fait, si tu regardes dans le listing en fait des films Fox Animation, il est noté annulé. Donc tu te dis ce film n'existe pas. Et en fait, s'il existe, il est sorti peut-être 2-3 ans plus tard. J'ai complètement oublié le titre d'ailleurs. Et je crois que par contre là, il n'existe vraiment pas, mais il y avait un deuxième film en cours qui avait l'air vraiment cool. Donc pareil, je me rappelle pas du titre parce que ça c'est des trucs, c'est trop vieux dans ma mémoire. Mais de mémoire, le script, en fait, alors c'est qu'un script, mais il donnait vraiment envie. En fait, avec le talent de Don Bluth, en fait, tu te dis ça va peut-être donner un truc un peu cool et c'est un peu dommage. Mais voilà. Et donc, ouais, je pense juste que Fox Animation, c'est des mecs qui ont jamais vraiment mis les moyens dans leur production animée. Et je pense que c'est là où c'est ambigu, c'est que je pense que c'était le cas avant. Je pense que quand tu regardes L'Âge de glace, la série Les Âges de glace, je pense qu'ils sont un peu plus sérieux. C'est des vrais succès, mais en fait, c'est des vrais succès parce que j'imagine que le premier en était un vrai, quoi. Et qu'après, c'est juste, ils roulent sur une autoroute. Et j'ai plutôt l'impression qu'ils se sont juste calés aux Simpsons pendant des décennies, hein, et ça leur suffit parce que je les vois pas comme des innovateurs, comme des gens qui ont cette velléité à tester des trucs, à produire des choses. Tu vois, je les vois un peu comme l'antithèse de Sony Animation. Sony Animation qui fait tout n'importe quoi, il donne des sous et puis allez, débrouillez-vous, faites votre truc. Donc j'ai envie de dire pas dommage. J'ai envie de dire une belle carrière, fin de rideau triste, puisque c'est fin de rideau aussi pour Don Bluth. En fait, comme t'as dit, c'est malheureusement Titan à eux, il a vraiment couché tout le monde. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, hein. Parce que c'est selon nous, un bon film, mais qui a couché tout le monde. C'est ça. Et donc ouais, c'est un peu triste, mais je suis aussi à penser que toutes les bonnes choses ont une fin, et au final, est-ce que c'est vraiment dérangeant que Don Bluth ne fasse plus de films? Déjà, il aurait pu faire ça avec un autre studio. Donc j'imagine qu'il y a aussi une petite volonté de sa part de s'arrêter. Ouais. Parce que avec un nom comme ça, n'importe quel studio, enfin tu donnes ton CV, t'es pris partout, quoi. Et je me dis, écoute, il avait peut-être... en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Et j'ai pas à regretter les films qu'il n'a pas produits, puisque je peux me contenter de revoir les films qu'il a déjà faits. Qui existent et qui sont très bien au final.
Donc c'est pas un regret pour moi, c'est juste surprenant. Ça fait, ça reste une histoire à raconter, quoi, tout simplement. C'est clair. Et franchement, pour moi, c'est une belle surprise. Ouais, t'as kiffé ? Ouais. Enfin oui, t'as kiffé. Ouais. Bah, ravi que t'aies vu ce film, et parfait. Mais que tu n'aies pas vu, malheureusement, la version DVD éclataxe que j'ai chez moi. Merci West. Merci Toki. On se revoit le mois prochain, mais on reprend le format normal des séries. Quoique. Alors, on n'en dira pas plus, mais bon, c'est pas clair. Mais on reprend les séries télé, les derniers de la classe, de manière un peu plus classique. Là, c'est vraiment, on a parlé de cinéma, et je suis très content d'avoir pu parler de cinéma. Et on se revoit le mois prochain. Restez connectés à horizon.fr comme d'habitude. On a des articles qui sortent sur... moi, d'ailleurs, sur le cinéma. On a des nouveaux podcasts qui vont arriver, j'espère prochainement. En même temps, c'est les vacances, j'ai envie de dire. Ah non, c'est la fin des vacances. Ouais, mais là, tu déprimes tout le monde. C'est les vacances. C'est la rentrée. Ça se fait pas. Alors, prenez soin de vous. Bonne rentrée à tous. J'espère que les vacances se sont bien passées. Profitez des derniers jours qui vous restent. Si vous écoutez ce podcast le 14 janvier 2026, et oubliez ce qu'on vient de dire. Et puis portez-vous bien. Au mois prochain. Ciao, ciao.